Bonjour, si vous avez vécu une relation d'emprise, vous allez peut-être vous reconnaître dans la description que je vais faire maintenant de ce vécu. Il se traduit par différents symptômes sur le plan émotionnel, sur le plan de la pensée, sur le plan des sensations, sur le plan de la relation à l'autre. Et je vais vous décrire ces différents symptômes. Donc le vécu est différent du rôle de victime puisque le vécu est une souffrance à la fois émotionnelle et sensorielle, alors que le rôle c'est un ensemble d'attentes qui est identifié dans le triangle de Karpman où Karpman a décrit le rôle de victime parmi les trois rôles, le persécuteur et le sauveur. Donc nous allons nous arrêter sur le vécu aujourd'hui et ce vécu quand il commence dans l'enfance, quand on a eu un parent qui a mis son enfant sous emprise, eh bien, on vit un stress post-traumatique complexe. Ce stress post-traumatique complexe est un ensemble de traumas qui se répètent tout au long de l'enfance et de l'adolescence, et ces traumatismes forment le stress post-traumatique complexe à la longue. Donc le traumatisme, il se caractérise par un état d'insécurité, avec un sentiment d'être seul et impuissant, et c'est ce que la victime dans l'emprise ressent. Et ça s'accompagne de caractéristiques bien précises sur le plan émotionnel. Par exemple, ça peut être le sentiment de honte, le sentiment de tristesse, l'engourdissement, la terreur, des terreurs nocturnes, parfois des cauchemars, parfois le désespoir, des changements d'humeur qui apparaissent assez brusquement, parfois de l'irritabilité aussi, des phobies, un sentiment de solitude, des crises de panique, des angoisses, parfois de la colère et de l'agressivité, peut-être décalée par rapport à la situation où là on ne peut pas, dans l'emprise, exprimer d'émotions. Donc tous ces symptômes émotionnels s'accompagnent d'une difficulté à dire non, à prendre sa place, une difficulté à prendre des décisions, une incapacité à s'affirmer, une incapacité à s'opposer, à donner un avis différent. Cela peut s'accompagner d'anxiété sociale, ou bien de difficultés à goûter à la vie, même de pensées suicidaires. Au niveau de la pensée, c'est des autocritiques constantes, une difficulté à se concentrer, à avoir de la mémoire, des réactions, des croyances négatives sur soi, sur le monde, des ruminations anxieuses. La nuit, on se réveille, et donc, on repense à ce qui s'est passé, à ce qui nous a mis dans cet état d'impuissance et dans ce sentiment de solitude. On a aussi des symptômes physiques, par exemple le mal au ventre. Les enfants souvent ont mal au ventre ou des maux de tête. Donc les insomnies, je l'ai dit, les troubles alimentaires. On a aussi des maux de dos, des douleurs, un manque d'appétit ou au contraire des crises de boulimie. Différents symptômes physiques inexpliqués, mais qui au fond sont des symptômes de l'insécurité, de l'angoisse d'être sous emprise. Donc ça peut s'accompagner d'un état de dépersonnalisation, on ne sait pas qui on est, on ne sait plus qui on est, ou d'un état de déréalisation, on n'a plus le sentiment que l'on est réel ou que le monde est réel, un peu comme si on était dans un film complètement déconnecté de soi. Et donc à ce moment-là, c'est plutôt la dissociation qui apparaît. On est coupé de son corps, coupé de ses émotions, par moments ou parfois beaucoup plus longuement. Et donc, ce stress post-traumatique complexe, eh bien, il se traduit par des symptômes aussi sensoriels comme les sueurs, les palpitations, les tremblements. Et tout cela, eh bien, ça rend la relation à soi très difficile, autant que la relation à l'autre, bien sûr. On peut aussi repérer des problèmes d'évitement, des problèmes pour
avoir une relation avec le monde environnant. Et ça peut aussi s'accompagner de difficultés scolaires s'il s'agit des enfants ou de difficultés à s'insérer professionnellement. Donc tous ces symptômes eh bien, rendent la personne malheureuse et avec le temps finalement elle se gèle quand elle est seule, quand elle n'a pas de réconfort, de soutien. Elle se gèle parce que cette souffrance est insupportable avec la répétition. Et ce gel du corps, eh bien, c'est vraiment un état de figement, de sidération. Il y a trop de stress dans le corps, trop d'hormones de stress. Et notre amygdale, à un moment donné, protège le cerveau, hein, l'amygdale qui est au niveau du cerveau, le protège en coupant finalement les liens avec le cerveau préfrontal et en déclenchant des comportements de survie. Donc c'est la théorie polyvagale qui nous donne une meilleure compréhension de ces comportements de survie que l'on repère chez les victimes d'emprise. Et la théorie polyvagale dit que le cerveau reptilien en déclenche 5, soit l'appel à l'aide quand on est en détresse et qu'on est encore connecté à la détresse, eh bien on peut se sentir tellement mal qu'on appelle l'autre soit de façon verbale, soit de façon non verbale, crier au secours, ça peut être contacter constamment d'autres personnes pour avoir du soutien, se sentir constamment abandonné et demander du soutien, s'agripper à l'autre. On voit ça chez les enfants qui agrippent leurs parents. Et donc avoir un besoin excessif d'être vraiment tout le temps rassuré au contact de l'autre. Donc cette partie-là de soi, eh bien, elle est là, présente chez certaines victimes, mais quand il y a répétition et qu'il y a des violences de plus en plus intenses avec le temps, puisque chez les pervers narcissiques surtout, il y a un harcèlement croissant avec le temps, quand il s'agit de la relation d'un parent avec son enfant, eh bien, à un moment donné, l'enfant renonce à appeler à l'aide, et donc le moi se divise alors en d'autres parties. Ça peut être le figement qui vient à dominer. Et quand une personne est en état de figement, à ce moment-là, elle se replie, elle en vient à se taire et à croire qu'elle est mauvaise, elle est honteuse, elle est triste, donc elle peut finalement renoncer à tout changement, ne plus espérer de changement et donc être terrifiée et s'immobiliser, donc le système nerveux s'effondre et la personne ne croit plus en l'avenir, ne croit plus en elle, et elle est sur ses gardes. Elle ne peut plus aller vers le monde extérieur et ça peut s'accompagner d'une dépression, une image très négative de soi, une tendance donc à se voir tout le temps négativement, à se croire incapable, le corps est comme engourdi, douloureux, froid et lourd, la personne a du mal à se mobiliser pour avancer dans la vie. Et donc c'est l'accumulation des agressions qui fait qu'à un moment donné, elle en arrive à cet état où finalement elle s'épuise, elle n'a plus d'énergie et voilà, ça c'est l'état de figement. Donc l'état de figement peut être accompagné bien sûr d'autres parties du moi qui sont là également en état de survie, par exemple la fuite. Quand la personne est dans un état de fuite, eh bien, son système nerveux est encore capable de se mobiliser pour aller chercher une aide, par exemple, recourir aux écrans pour fuir ses émotions, ses besoins qui sont là. Elle évite ses émotions, ses besoins pour survivre. C'est vraiment des tentatives de survie. Ou bien elle recourt à des addictions, l'alimentation, ça peut être d'autres formes d'addiction, les achats compulsifs ou le sport intensif. S'il s'agit d'un adulte, ce sera travailler énormément. Donc toutes ces addictions aident à fuir la souffrance insupportable et peut-être aussi à fuir l'agresseur, par exemple s'enfermer dans sa chambre s'il s'agit d'un enfant ou même parfois d'un adulte.
Et donc la fuite, c'est un mécanisme de survie qui amène la personne à se désengager de ses relations et donc pour se protéger. Et c'est important de voir que c'est une aide à la survie, respecter cela si c'est là. Et donc la fuite, eh bien, c'est aussi la fuite de tout engagement, finalement, pas seulement relationnel, hein. Donc la personne, elle peut fuir dans ses rêves, elle est dans la lune, elle n'est plus vraiment là. Ou bien, une autre forme de survie, c'est le combat. La personne est dans une lutte constante pour survivre, et donc elle a tendance à se juger ou à juger, elle a tendance à être en colère, dans le dégoût de soi ou le dégoût des autres. Elle peut avoir tendance à critiquer, et donc elle est plutôt agressive, mais ça peut aussi être de l'agressivité contre soi-même, se culpabiliser, c'est l'auto-accusation constante. Et donc la partie combative, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup d'hyperactivité mentale ou physique, et ça s'accompagne de perfectionnisme, de contrôle, un contrôle excessif de soi ou des situations ou des autres. Donc cette partie combative, elle aide également à la survie. Et le corps est plutôt chaud, le corps est en tension, et c'est des sensations désagréables qui amènent des difficultés à respirer par saccade, la respiration est plutôt saccadée. Donc au niveau des comportements, ça peut être aussi beaucoup d'exigences, vouloir être fort, vouloir tout le temps agir par effort, ne pas s'autoriser à lâcher. C'est la psychologie plutôt du mérite, et donc une attitude très dure envers soi-même. Et donc ces états du moi, ce moi divisé, eh bien c'est la conséquence de ce harcèlement du pervers narcissique ou de cette emprise vécue par la victime au quotidien. Et la théorie polyvagale donc explique que ces mécanismes de survie, eh bien, ils sont là pour finalement protéger le corps, protéger aussi notre système nerveux, et il s'accompagne de toute une série donc, de comportements. Une partie peut prendre le dessus parfois, et chez les victimes d'emprise depuis de longues années, c'est vraiment la partie figée qui prend le dessus. Mais le problème, c'est qu'avec le développement, cela empêche finalement l'adulte de se former, cet adulte qui est capable de prendre des décisions, d'analyser, de prendre du recul, de réguler les émotions, parce que l'adulte est basé sur finalement un état de sécurité, cette sécurité qui est là à l'intérieur de soi, cet état interne de sécurité qui met dans un état de confiance, confiance en soi, dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie, qui s'accompagne de sensations de légèreté, de bien-être, d'autres sensations agréables, et de pensées positives sur soi. Par exemple, je vais y arriver même si c'est difficile. Donc cet adulte qui n'est pas là, il n'est pas capable finalement de protéger ces parties de soi qui sont en détresse, hein. Donc du coup, les parties protectrices prennent le dessus pour empêcher la victime d'avoir accès à sa souffrance. Et c'est bien, et ça aide à survivre. Mais à un moment donné, le problème, c'est que la victime sous emprise, eh bien, elle est repérée par de nouveaux prédateurs quand elle sort de l'emprise. Et donc, ces nouveaux prédateurs, ils vont repérer l'état d'insécurité et ils vont l'exploiter. Et donc, c'est ça qui explique la revictimisation. C'est l'état d'insécurité qui se traduit à la fois dans le comportement, dans les paroles, dans les attitudes, dans les émotions, ou le manque de régulation des émotions. Toute cette insécurité, elle est repérée par un prédateur, qu'il soit manipulateur pervers ou pervers narcissique, et il va s'engouffrer dans cette faille pour finalement reprendre à nouveau l'emprise sur la victime. Et donc il est très important à un moment donné de pouvoir repérer ces parties de soi qui sont des mécanismes de survie, mais qui ont des conséquences néfastes à la longue pour soi.
notamment la revictimisation et toutes les séquelles que je viens de décrire, eh bien donc c'est important à ce moment-là de s'arrêter et d'apprendre à observer ces parties-là de soi pour dialoguer avec elles, leur dire, une fois qu'on a acquis certaines ressources de sécurité, eh bien leur dire que voilà, on peut aujourd'hui s'installer pour se sécuriser et aller à la rencontre des parts de soi qui sont dans la peur, dans l'insécurité. Et ces parts de soi dans l'insécurité, eh bien, on peut aujourd'hui les rassurer. Si on est sorti de l'emprise, on peut à ce moment-là dialoguer avec ces parts de soi, notamment les peurs sous-jacentes, et à travers le dialogue, apporter une sécurité à ces parts de soi qui sont dans l'insécurité. Et donc c'est vraiment très différent que de réagir sous le coup, et donc réagir par le combat, la fuite, le figement ou la dépendance en appelant au secours. On est dans la dépendance. Et plutôt que de se soumettre de nouveau dans l'emprise, eh bien finalement de renforcer l'adulte en soi qui est capable d'établir ce dialogue avec les parties de soi qui ont encore des comportements de survie pour les rassurer et retrouver cette sécurité nécessaire, car c'est la sécurité qui est la base vraiment de l'affirmation de soi, de la reconstruction de l'identité. Et donc, la personne qui est sous emprise, qui parfois est dissociée, eh bien, elle peut d'abord observer, s'arrêter, observer ces parties d'elle-même, entrer dans le dialogue avec elle pour petit à petit sortir de cette dissociation avec la réassurance de l'adulte ou d'autres adultes autour de soi. Et c'est cette réassurance qui permet petit à petit alors de prendre soin de soi, de ces parts de soi qui sont en détresse, dans la peur, pour se libérer du passé, parce que les parts de soi qui sont en état de survie, elles vivent dans le passé, et ainsi que la partie de soi qui est en détresse. Et donc l'adulte, lui, par contre, il est dans le présent, il est capable d'observer dans le présent s'il y a un réel danger, et donc à ce moment-là, agir en conséquence. Agir en conséquence demande bien sûr de la sécurité des ressources, et donc c'est très important de voir quelles sont les ressources à disposition pour pouvoir protéger l'enfant en soi, cette partie de soi qui est en détresse, et retrouver la liberté, sortir de cette prison de l'emprise grâce à ces ressources. Et l'emprise, elle va au-delà de la relation avec l'agresseur, puisque même si l'agresseur n'est plus là, eh bien l'intériorisation de cet agresseur par le syndrome de Stockholm, eh bien amène finalement la victime à continuer à se maltraiter bien au-delà même de la relation d'emprise. Et c'est une bonne façon d'éviter une nouvelle revictimisation. Donc pour arriver à cet état, bien sûr, il est important de se poser la question de ce qui, avant l'emprise, nous faisait du bien. Ça peut être des ressources émotionnelles, qu'est-ce qui nous apportait de la joie, des ressources relationnelles, des amis, des personnes de référence, ça peut être des ressources psychologiques, ce qui nous donnait de la fierté, de la confiance, la nature, toutes ces ressources nous pouvons les remobiliser à ce moment-là pour renforcer l'adulte en nous, ce qu'on appelle dans la thérapie polyvagale, donc le parasympathique ventral, c'est-à-dire cet état de sécurité à partir duquel nous pouvons mieux réguler nos émotions, mieux observer, trouver des solutions et être créatif dans cette recherche de solutions afin de sortir de l'immobilisation de la partie figée ou de la mobilisation par la fuite ou le combat, l'appel à l'aide, et donc retrouver un état de sécurité. C'est ça qui aide la victime vraiment à sortir de ce stress post-traumatique complexe, c'est d'apprendre à observer à l'intérieur d'elle ces parties en état de survie, de manière à retrouver un contact avec soi, un dialogue avec soi. Dans le dialogue avec soi, on peut alors mieux trouver les solutions et aller vers la liberté.
Donc, si cette vidéo vous parle, vous pouvez approfondir le sujet avec mon dernier livre, Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme. Et donc, dans ce livre qui est paru chez Ellipse en avril 2022, vous trouverez des exemples de thérapie, des exemples d'exercices à faire, et vous pourrez alors mieux comprendre cette approche du vécu de la victime avec la thérapie polyvagale et avec ce dialogue interne que je propose aux victimes. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre j'aime en bas de cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.